Aujourd'hui, nous allons corriger l'exercice numéro 2 de l'épreuve statistique pour le concours d'intégration en deuxième année à l'Institut national de la statistique et de l'économie appliquée pour l'année 2019. Alors, ça concerne les filières statistique, économie, statistique, démographie et l'actuariat finance. Avant de commencer, permettez-moi de vous demander 4 faveurs. Abonnez-vous sur cette chaîne, ça va permettre de faire grandir la chaîne. Aimez la vidéo, ça permettra aussi d'aider. Partagez la vidéo aux amis à qui cette vidéo peut être utile. Commentez, posez vos questions, n'hésitez pas. L'exercice numéro 2 est noté sur 7 points. On observe x1 jusqu'à xm, un échantillon de la loi normale du paramètre μ1, sigma carré, et un autre échantillon y1 jusqu'à yn, un échantillon de la loi normale du paramètre μ2, sigma carré. Ces deux échantillons sont gaussiens et ayant même variance sigma carré, mais de moyennes différentes. On suppose que les deux échantillons sont indépendants entre eux. Première question, calculer la fonction de vraisemblance en θ de l'observation x1 jusqu'à xn, y1 jusqu'à yn. En fait, θ ici, c'est un vecteur composé par les trois paramètres μ1, μ2, sigma carré. De l'échantillon ici, c'est un échantillon comportant les deux échantillons qui ont été énoncés dans l'exercice, c'est-à-dire l'échantillon x1 jusqu'à xm et l'échantillon y1 jusqu'à yn. L'ensemble de ces deux constitue l'échantillon complet. Alors, on veut calculer la fonction de vraisemblance de cet échantillon. Deuxième question. En déduire l'estimateur du maximum de vraisemblance θ chapeau du paramètre θ. Ok, vous avez ici θ chapeau qui comporte les estimateurs des paramètres μ1, μ2, sigma carré. Deuxième question, on suppose dorénavant dans les questions qui suivent que m égale à n, calculer l'information des fichiers en θ contenue dans le n échantillon. Quatrième question, on suppose que le modèle est régulier. Donnez le comportement asymptotique de l'estimateur du maximum de vraisemblance θ chapeau. Cinquième et dernière question, donnez un test de niveau alpha consistant pour le problème de test suivant. L'hypothèse H0, on va tester l'hypothèse H0 selon laquelle μ1 est égal à 0 contre l'hypothèse alternative H1 qui dit que μ1 est différent de 0. Nous allons répondre à la première question. On va déterminer d'abord la fonction de vraisemblance en θ de l'observation x1 jusqu'à xm, y1 jusqu'à yn. La fonction de vraisemblance, nous allons noter ça par L, c'est tout simplement la fonction de vraisemblance, c'est une fonction qui dépend de paramètres μ1, μ2, sigma carré, voilà, dépendant aussi de notre échantillon considéré ici complet, comportant les deux échantillons en son sein, l'échantillon x1 jusqu'à xm, l'échantillon y1 jusqu'à yn. On regroupe ces deux échantillons, c'est pour cet échantillon que nous allons déterminer une fonction de vraisemblance L. En fait, les deux échantillons que nous avons considérés ici, yx1 jusqu'à xm, y1 jusqu'à yn, ce sont deux échantillons qui sont indépendants. La fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant l'ensemble de ces deux échantillons est égale au produit des fonctions de vraisemblance. La fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant les x, c'est-à-dire la fonction de vraisemblance de cet échantillon, multipliée par la fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant les y. D'abord, nous allons définir c'est quoi la fonction de densité de x. On a besoin d'abord de la fonction de densité de x et de y. X suit la loi normale de paramètre μ1 sigma carré. Par conséquent, la fonction de densité ou bien la loi de probabilité de x est tout simplement donnée par 1 sur sigma multiplié par la racine carrée de dt, auquel on multiplie par l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, facteur de x moins μ1 de taux carré. Ça, c'est la fonction de densité de la variable aléatoire x. Y est aussi une loi normale de paramètre μ2 sigma carré. Par conséquent, sa fonction de densité qui est notée fy est égale à 1 sur sigma multiplié par racine carrée de pi multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, facteur de y moins μ2 de taux carré. À l'aide de ces deux fonctions de densité, nous allons pouvoir déterminer bien sûr les fonctions de vraisemblance de l'échantillon comportant les x et l'échantillon comportant les y. Ainsi, nous allons dire que la fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant les x
est tout simplement égal au produit des fonctions de densité des variables aléatoires xi. Xi, je dis xi, c'est-à-dire plus concrètement ici, ce sont les variables x1 jusqu'à xm. Chacune des variables aléatoires suit une loi normale de paramètre mu1 sigma carré. Donc la fonction de densité fxi est donnée par 1 sur sigma racine carrée de 2pi et multiplié par l'exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, facteur de xi moins mu1 le tout au carré. Nous allons remplacer cette fonction de densité ici pour n'importe quelle variable aléatoire x1, xi bien sûr, xi prenant la valeur 1 voilà, jusqu'à m, donc il s'agit de faire le produit des différentes fonctions de densité. Et c'est ce que vous avez ici. Ok. Alors, ça, nous avons la fonction de densité de x1, ça c'est x2, la fonction de densité xm en faisant le produit. Pour y aussi, on fera pareil. Ça, c'est l'échantillon comportant les y, c'est le produit des différentes fonctions de densité. Pour les différentes variables aléatoires x, y, j, ici j prenant les valeurs de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire que nous avons combien de variables aléatoires? N variables aléatoires y. Et donc, on fait le produit des différentes variables aléatoires y, leurs fonctions de densité. Et nous allons trouver la fonction de vraisemblance de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que la fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant les x est tout simplement, comme je viens de vous le dire, on remplace la fonction de densité de xi. C'est ce qui va nous donner 1 sur sigma multiplié par racine carrée de pi multiplié par exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, facteur de xi moins mu1 le tout au carré. Également, pour le cas de la fonction de vraisemblance des échantillons comportant les y, c'est le produit des différentes fonctions de densité pour les différentes yj. En remplaçant tout, nous allons voir que la fonction de vraisemblance de l'échantillon comportant les x est égale à 1 sur sigma multiplié par racine carrée. Pourquoi 1 sur sigma racine carrée de pi à la puissance m multiplié par exponentielle de moins 1 sur 2 sigma facteur de somme de i pour somme de xi moins mu1 le tout carré pour i allant de 1 à 1. Pourquoi ça? Ça vient du fait que je vous ai dit tout à l'heure qu'on fait le produit ici. Les différentes fonctions dedans. Ça, c'est une constante. Alors, si cette constante, on est en train de la multiplier jusqu'à m fois. Étant donné que c'est une constante, donc ça va être tout simplement 1 sigma racine carrée de 2pi. Le tout à la puissance m. Et pour les cas de la fonction exponentielle, on va utiliser une propriété intéressante de la fonction exponentielle qui dit exponentielle de x1 multiplié par l'exponentielle de xd par exemple. Il suffit de faire tout simplement exponentielle, on garde une seule fonction et puis on regroupe, on fait la somme de ceux qui sont à l'intérieur des fonctions exponentielles. Et c'est ce principe que nous appliquons ici. Nous avons plusieurs xi ici, donc on fait la somme. Étant donné qu'on fait le produit, puis on a jusqu'à m, donc on fait somme xi moins mu1, voilà, le tout au carré, on fait la somme pour i allant de 1 à m. Étant donné que nous avons une constante, on fait la faire sortir, c'est 1 sur sigma carré, 2 sigma carré. Et c'est ce que vous allez trouver ici. Ce que nous avons ici, c'est moins 1 sur 2 sigma carré, i allant de 1. On a regroupé les différentes fonctions exponentielles en une seule fonction exponentielle, où on fait la somme des différents éléments à l'intérieur des fonctions exponentielles. C'est ce qu'on trouve. Pour les cas de l'échantillon comportant les y également, la fonction de vraisemblance est écrite de la même manière, 1 sur sigma racine carrée. Depuis la différence, c'est au niveau des puissances. C'est 1 ici, ici c'est 1. Et également ici, on parle de j et on parle de yj et on parle de mu2 et non pas xi mu1 parce que ici nous avons deux échantillons qui sont différents. L'échantillon comportant les x et l'échantillon. Après tout, on fait le produit de ces deux fonctions de vraisemblance. Et si nous faisons le produit des deux fonctions de vraisemblance, on va trouver la fonction de vraisemblance de l'échantillon complet. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 1 sur sigma racine carrée de pi, le tout à la puissance 1 plus 1 fois la fonction exponentielle de tout ça. Comment on est parvenu à ça? D'abord, nous savons que nous voulons faire le produit ici des deux fonctions de vraisemblance. En faisant les deux, le produit, on fait ça fois ça. Ça, c'est une constante ici, vous voyez. Mais il y a les puissances qui sont différentes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On garde une seule constante, on l'élève à la puissance m plus n. Parce qu'on fait, on est en train de le multiplier. Multiplier une constante a à la puissance n, a à la puissance b, c'est tout simplement a à la puissance n plus b. A est une constante. Ici également, a c'est 1 sur sigma racine carrée de pi. On fait donc 1 sur sigma racine carrée de 2pi de tout à la puissance m plus n. Et voilà ce qu'on trouve. On trouve 1 sur sigma racine carrée de pi, m plus 1 à la puissance m plus n. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi on est arrivé à avoir exponentielle de moins 1 sur 2 sigma carré, somme de tout ça? Et je vais vous référer également
au niveau du principe de la fonction exponentielle qui dit lorsque vous faites la somme le produit de deux fonctions exponentielles, xf par exemple, exponentielle de x1 multiplié par l'exponentielle de xe, vous allez garder cette fonction exponentielle et puis vous faites la somme des éléments qui sont à l'intérieur de vos fonctions exponentielles. Vous avez ici dans cette fonction exponentielle, nous avons ce bloc-là. Donc, on va prendre ce bloc et on va faire la somme de celle-là. Donc, en faisant la somme, vous allez voir que on va garder moins sur 2 sigma carré, somme ici. Et puis, vous avez une constante ici qui est là. On peut la factoriser. Elles ont un facteur en commun. On l'a factorisé et puis on a fait la somme de ces éléments qui proviennent de ça. C'est ça. Et vous avez ça également. On a sommé les deux là. Et puis on a factorisé par moins sur 2 sigma carré, ça c'est tout à fait normal. Et voilà donc ce qu'on trouve. Ça c'est la fonction de vraisemblance qu'on est en train de chercher depuis le début. Nous allons maintenant déterminer la fonction log vraisemblance. En fait, cette fonction log vraisemblance, nous allons la déterminer parce que ça va nous servir au niveau des questions qui vont venir par la suite. Alors, la fonction log vraisemblance, ce n'est rien d'autre que le logarithme de la fonction de vraisemblance qu'on a calculé précédemment. En fait, c'est tout simplement moins m plus n sur 2 log de sigma carré moins m plus n sur 2 log de dpi moins 1 sur 2 sigma carré facteur de cette somme-là. Comment on est parvenu à ça? C'est facile. Il nous faut tout simplement revenir au niveau de la fonction de vraisemblance et nous appliquons le logarithme sur cette fonction-là que vous voyez ici. En appliquant le logarithme, la fonction log vraisemblance par L comme ça, c'est tout simplement le logarithme de la fonction de vraisemblance L que j'ai ici. Le logarithme de tous ces blocs-là. En fait, il y a une propriété de la fonction log qui dit que le logarithme de A multiplié par B, c'est tout simplement le logarithme de A plus logarithme de B. Ok? En appliquant ce principe-là, nous allons trouver que le logarithme de cette quantité-là, c'est tout simplement le logarithme de ça plus le logarithme de ça. Donc, c'est ce que nous appliquons. En fait, ça fait le logarithme de 1 sur sigma racine carrée de 2pi, le tout à la puissance m, plus le logarithme de exponentielle. Voilà ce que je vais écrire. C'est sigma carré, ok, le tout à la puissance 1 demi, multiplié par 2pi, le tout à la puissance 1 demi. C'est ça que je suis en train d'écrire comme ça. Mais il ne faut pas oublier, c'est maintenant comme j'ai inversé, donc il faut mettre moins ici, le tout à la puissance m plus n. Ça, je peux l'écrire de la façon suivante. Sigma carré multiplié par 2pi à la puissance moins m plus n. Il faut mettre entre parenthèses. Je divise par 2. C'est le n demi là que j'ai ramené en dehors. Donc, ça fait moins 1 plus n sur 2. C'est ce que je vais utiliser pour maintenant appliquer le logarithme. Maintenant, vous appliquez le logarithme sur cette nouvelle expression. Qu'est-ce qu'on va trouver? J'applique maintenant le logarithme. J'applique le principe qui dit que le logarithme de x à la puissance m, par exemple, c'est m log de x. Je vais trouver tout simplement moins m plus n sur 2 multiplié par logarithme de sigma carré multiplié par 2pi. C'est pas fini. Ici, je peux appliquer le principe qui dit le logarithme du produit, comme je l'ai dit ici, logarithme de a fois b, c'est logarithme de a plus logarithme de b. Donc, j'applique le même principe et je factorise par moins m plus n sur 2. Et là, je vais avoir log de sigma carré plus log de 2pi. Si je développe, je vais avoir moins m plus n sur 2 log de sigma carré moins m plus n sur 2 log de 2pi. Et voilà, c'est ça que vous avez ici. Je l'ai développé, donc il y avait moins m plus n sur 2 log de sigma carré moins m plus n sur 2 log de 2pi. Maintenant, comment on a trouvé ce qui est là? Si on applique le logarithme au niveau du deuxième bloc, on va utiliser la propriété qui dit que le logarithme de exponentielle de x, par exemple, c'est tout simplement ce qui est à l'intérieur de l'exponentielle. On va juste prendre ce qui est à l'intérieur. Dès qu'on applique log sur l'exponentielle de quelque chose, on prend cette chose-là. Si vous revenez ici,
Ça, c'était pour le premier bloc. Et on a fait plus maintenant le logarithme de l'exponentielle. On prend tout simplement ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est le résultat concernant la log vraisemblance. Nous avons besoin maintenant, au niveau de la question 2, qu'on va utiliser ça. Passons maintenant à la question numéro 2. Question numéro 2, on nous demande de déterminer l'estimateur du maximum de vraisemblance θ chapeau, comportant θ1, mu chapeau 1, mu chapeau 2, sigma carré chapeau. Comment on fait? On va dériver la log vraisemblance qu'on vient de trouver tout à l'heure. C'est-à-dire que nous allons, pour chaque paramètre, nous allons dériver la log vraisemblance par rapport au paramètre. Par exemple, premier mu1, on va dériver par rapport à mu1, c'est ce que vous avez ici. Okay? On dérive par rapport et on égalise à 0. Et on résout l'équation qui va venir. Pour le cas de mu2, on prend toujours la même log vraisemblance que j'ai déterminée tout à l'heure. La log vraisemblance que j'ai déterminée, c'est ça le L que vous voyez. Je vais encore faire pour le cas de sigma carré. Je vais prendre toujours la même log vraisemblance. Je dérive par rapport à sigma carré et j'égalise à 0. Maintenant, la résolution de ces équations va nous donner en fait les résultats pour les estimateurs mu chapeau 1 et mu chapeau 2. C'est ce qu'on vient de faire ici. La dérivée de la log vraisemblance par rapport à mu1, voilà, c'est ça que ça donne. D'accord? Je vais vous aider à déterminer ça. Revenons en arrière pour voir la log vraisemblance déjà. Ok? C'est ça que nous avons dit tout à l'heure pour la log vraisemblance. Comment on va faire? Nous allons dériver la log vraisemblance par rapport à mu1. Ok? Il n'y a pas de mu1 ici. Donc la dérivée ici c'est 0. Également ici il n'y a pas de mu1. La dérivée c'est 0. On va se focaliser sur la partie qui comporte mu1. C'est-à-dire que je dois développer ça. Si je développe ça, il va y avoir quelque part cette partie-là. Ce qui va venir avec le développement d'ici, ça nous intéresse pas. Donc, supposons que nous avons développé, on est avec ce bloc-là qui comporte le mu1. Donc, on va dériver. On va garder la constante, moins 1 sur sigma carré, et on se focalise sur la dérivée de ces blocs qui comportent le mu1. Déjà, la somme, ne vous inquiétez pas, écrivez la somme comme vous avez ici. Mais ce que vous allez faire, c'est de dériver la fonction qui est là, ce qui est ici à l'intérieur de cette somme. Ok? Qu'est-ce qu'on va trouver si on dérive cette fonction-là? On va faire descendre la puissance et après on dérive ce qui est ici à l'intérieur par rapport à mu1. La dérivée de ce qui est à l'intérieur par rapport à mu1, c'est moins 1. Et après, vous reprenez toujours la même fonction, xi moins mu1, et puis vous faites à la puissance 2, et après vous enlevez moins 1 au niveau de cette puissance. Donc ça va faire 2 moins 1 qui fait 1. Finalement, qu'est-ce qu'on va trouver? C'est ça qu'on va trouver. C'est ça, 2 fois moins 2, et les deux là vont se simplifier en fait finalement. Et on va résoudre l'équation là. Pour les paramètres mu, on va égaliser à 0. C'est-à-dire quoi? On va trouver que 1 sur sigma carré, somme, ok, pour i allant de 1 à m bien sûr, xi moins mu1 égale à 0. Pour que ce bloc-là soit égal à 0, c'est cette somme qui doit être égale à 0 parce que ça ne peut pas être égal à 0. Donc cela nous implique à dire que cette somme x moins mu1 qui doit être égale à 0. On développe ça, ça va nous donner somme xi pour i allant de 1 à m moins somme de mu1 pour i allant de 1 à m égale à 0. Mu1 est une constante, donc au lieu d'écrire la somme, nous allons juste mettre mu1 multiplié par m. Et on va résoudre ça. Nous allons dire que c'est somme ici xi pour i allant de 1 à m égale à m mu1. Et mu1 qui est égal à somme xi pour i allant de 1 à m divisé par m. Voilà, ça c'est l'estimateur par la méthode du maximum de vraisemblance pour le paramètre mu1. Et on fait pareil pour mu2. Mu2, c'est pareil. Hein. On va trouver ici mu2 chapeau. Ça fait somme ici yj à la place. Pour j allant de 1 à n divisé par n. Ça, c'est ce qu'on va trouver. Maintenant, θ chapeau, bien sûr, c'est ça l'estimateur qu'on vous a demandé. Mu1 chapeau, mu2 chapeau, sigma carré chapeau, avec mu1 chapeau égale à ça, mu2 chapeau égale à ça, sigma carré chapeau, c'est ça. Donc, θ chapeau comporte les trois estimateurs.
Au niveau de la question 3, on nous demande de calculer l'information des Fisher en θ contenue dans le n échantillon, ok, sachant que m égale à n. L'information des Fisher, c'est tout simplement moins l'espérance mathématique de la hessienne. La hessienne de la log vraisemblance, c'est tout simplement une matrice qui est symétrique. C'est une matrice symétrique comportant les dérivées secondes de la log vraisemblance. D'abord, ici, vous avez la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à μ1, c'est-à-dire qu'on dérive la log vraisemblance deux fois par rapport à μ1. Ici, on dérive la log vraisemblance dans un premier temps par rapport à μ1, par la suite par rapport à μ2. Ici, c'est la dérivée de la log vraisemblance, dérivée seconde. Dans un premier temps, on dérive par rapport à μ1 et par la suite dérivé par rapport à sigma carré. Ce que vous avez ici, la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à μ1, on dérive d'abord par rapport à μ2 ici. On dérive la log vraisemblance par rapport à μ2 dans un premier temps et par la suite par rapport à μ2, ainsi de suite. En fait, c'est une matrice qui est symétrique. Autrement dit, ce que vous avez, si vous tracez la diagonale ici, ce que vous avez en haut de cette diagonale correspond effectivement à ce qui est en bas au niveau de, en dessous de cette diagonale. Ce que vous avez, cette dérivée, la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à μ2, qui est par la suite dérivée par rapport à μ1, c'est la même chose que dérivée seconde ici de la log vraisemblance. Dans un premier temps, dérivée par rapport à μ1, par la suite dérivée par rapport à μ2. Donc, si nous voulons déterminer cette hessienne, nous avons besoin de déterminer quoi? Ces éléments qui sont au niveau de la diagonale et les éléments qui sont au-dessus de la diagonale. Par la suite, on va faire une déduction, tout simplement. En regardant ici la valeur qu'on a trouvée, on va correspondre à cette valeur. On va donner la même valeur. Également pour celle-là, la valeur qui est ici, c'est la même chose. Et celle-là également, vous comparez le résultat que vous allez trouver, vous allez remplacer la même valeur à ce niveau. Une fois que nous avons ces éléments, donc nous allons les mettre au niveau de la matrice. Si vous regardez, ce que je viens de trouver, c'est ça. Okay? C'est la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à μ1. Donc vous allez dire que c'est égal à moins 1 sur 2. C'est cet élément de la diagonale. Si vous voulez avoir cette valeur-là, cette deuxième valeur, c'est ça qui est là. Donc, c'est moins 1 sur 2. Vous remplacez ça au niveau de cette matrice. Concernant le troisième élément de la diagonale, c'est tout ça qu'il faut prendre. Donc, il s'agit de tout ça. Vous allez mettre ça dans la matrice. Une fois que vous avez tous ces éléments au niveau de la diagonale, il vous reste à déterminer ce qui se trouve en haut de la diagonale, n'est-ce pas? Alors, les éléments qui sont en haut de la diagonale, si vous voyez ici, c'est la diagonale. Alors, l'expression qui est là, c'est ce qu'on vient de déterminer. La dérivée de la log vraisemblance, on a fait dans un premier temps par rapport à μ1 et par la suite par rapport à μ2. Et nous avons trouvé 0. Donc, ici, la valeur ici, l'expression, c'est la valeur de cette expression, c'est 0. Et ici, la dérivée de la log vraisemblance par rapport à μ1 par la suite par rapport à sigma carré, c'est bien ça. Donc, c'est cette valeur. Finalement, il reste la dérivée seconde par rapport à μ2. Il faut dériver la log vraisemblance. Donc, dans un premier temps par rapport à μ2. Si vous trouvez cette dérivée, vous allez encore dériver ça par rapport à sigma carré. Et vous allez trouver cet élément-là. Après tout, vous allez trouver tous les éléments nécessaires pour pouvoir déterminer la hessienne. Vous allez pouvoir finalement déterminer l'information de Fisher qui est tout simplement égal à moins l'espérance mathématique de la hessienne. Vous avez déjà déterminé la hessienne. Ok. Ce que vous allez faire, c'est de calculer l'espérance mathématique de la hessienne. Si vous regardez ici au niveau de la diagonale, je peux déterminer très facilement l'espérance mathématique de l'élément qui est à ce niveau-là, c'est-à-dire l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance par rapport à μ1. Je vais prendre tout simplement l'espérance mathématique de l'expression moins m sur sigma carré. C'est une constante. De toutes les façons, ça donne moins m sur sigma carré. Donc l'espérance mathématique de ça, et vous prenez également chaque élément, vous déterminez son espérance mathématique. Focalisez-vous uniquement sur
la diagonale dans un premier temps et déterminer les espérances mathématiques de ces éléments qui sont en haut. Et après, vous allez remplacer les mêmes résultats en faisant la correspondance. Cette valeur, c'est la même chose. L'espérance mathématique que vous allez trouver, ce sont les mêmes espérances mathématiques. Donc, vous allez déterminer l'espérance mathématique bien sûr, de la dérivée seconde de la log vraisemblante. Je parle du deuxième élément de la diagonale. Donc, vous allez déterminer l'espérance mathématique de mu. Dérivée seconde par rapport à mu2, c'est l'espérance mathématique de moins n sur sigma carré. Ça, c'est une constante. Ça fait moins n sur sigma carré. Il nous reste à déterminer pour l'élément qui est là l'espérance mathématique du troisième élément de la diagonale, qui est tout simplement l'espérance mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance. Et on a dérivé par rapport à sigma carré. C'est tout simplement l'espérance mathématique de ce bloc que vous avez, c'est-à-dire l'espérance mathématique de m plus n sur 2 sigma à la puissance 4 plus, c'est moins, somme, alors, c'est pour i allant de 1 à m de xi moins mu1 le taux carré plus somme pour j allant de 1 à n de yj moins mu2 le taux carré. Okay? Le tout divisé par sigma à la puissance 6. Ça fait n plus n sur 2 sigma à la puissance 4. Okay? Et l'espérance mathématique de ce bloc-là, c'est fait tout simplement moins somme moins l'espérance mathématique. Je divise d'abord dans un premier temps par rapport à sigma à la puissance 6. Dans tous les cas, c'est une constante. On n'a pas besoin de le faire entrer au niveau de l'espérance mathématique. Je me focalise uniquement sur les parties comportant les xi, les yj. Donc, l'espérance mathématique de tout ça, c'est l'espérance mathématique de... Donc, ici, vous avez i allant de 1 à m, de xi moins mu1, le taux carré, plus somme pour j allant de 1 à n, yj, moins mu2, le taux carré. L'espérance mathématique de tout ça. Qu'est-ce qu'on va trouver? On trouve tout simplement m plus n sur 2 sigma à la puissance 4, moins l'espérance mathématique, je peux mettre l'espérance mathématique à côté ici de xi moins mu1, le taux carré. Ça me donne somme pour i allant de 1 à m de l'espérance mathématique de xi moins mu1, le taux carré. Okay? Plus également ici la somme pour j allant de 1 à n, espérance mathématique de yj moins mu2, okay? Le taux carré. Ce que vous avez ici au niveau de l'espérance mathématique de ça, c'est en fait, c'est ça, c'est quoi? L'espérance mathématique de xi moins mu1, le taux carré, c'est égal à la variance en fait. Ça, c'est la variance sigma carré. C'est la même chose ici aussi pour yj moins mu2. C'est aussi égal à sigma carré. Yj et xi ont la même variance. Ce que vous avez ici, c'est la variance de xi. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? Nous allons trouver donc finalement qu'on est en train de sommer m fois la variance, pardon, ici c'est m fois la variance de x qui est sigma carré. Nous allons trouver m sigma carré et ici ça va nous donner tout simplement, pardon, ici, ça va nous donner tout simplement ici n fois plus n fois sigma carré. N fois sigma carré, le tout divisé par sigma à la puissance 6. Ça va être égal. Donc ici on va avoir, je vais effacer. Qu'est-ce que je vais trouver finalement? Donc l'espérance mathématique de ça, sigma carré, le taux à la puissance, c'est m plus n sur 2 sigma à la puissance 6 moins, je vais reprendre E, c'est m sigma à la puissance 2 moins plus n sigma carré sur sigma à la puissance 6. Je vais trouver m plus n sur 2 sigma, pardon, ici c'est à la puissance 4, 2 sigma à la puissance 4 moins, et je peux factoriser ici par sigma carré moins sigma carré, facteur de m plus n sur sigma à la puissance 4.
Je peux simplifier. Bon, si c'est c'est sigma à la puissance 6, pardon. Je simplifie par sigma carré. Je vais trouver m plus n sur 2 sigma à la puissance 4 moins m plus n sur sigma à la puissance 4. Étant donné qu'ils n'ont pas le même dénominateur, je vais donc réduire au même dénominateur. Donc le dénominateur commun c'est 2 sigma à la puissance 4. Donc je multiplie ici en haut et en bas par 2 sigma à la puissance 4. Je vais trouver m plus n sur 2 sigma à la puissance 4 moins 2m plus n sur 2 sigma à la puissance 4. Là, je peux faire la différence. Ça va me donner m plus n moins 2m plus n. Ça me donne tout simplement moins m plus n sur sigma à la puissance 4. Donc, si vous faites ça, l'expérience mathématique, c'est ce que vous allez trouver. Ça va donner moins m plus n sur sigma à la puissance 4. Également, on fait pareil aussi pour les autres éléments. Concernant l'élément suivant, c'est-à-dire l'expérience mathématique de la dérivée seconde de la log vraisemblance qui est élevée par rapport à mu1 puis par rapport à mu2, ça va être tout simplement expérience mathématique de moins 1 sur sigma à la puissance 4 somme pour i allant de 1 à m xi moins mu1. Ça c'est égal à tout simplement la constante, on peut la faire sortir dans l'expérience mathématique, donc ça va faire moins 1 sur sigma à la puissance 4. Je garde la somme pour i allant de 1 à m. Donc l'expérience mathématique de xi moins mu1. Je vais développer l'expérience mathématique au sein de cette parenthèse. Ça va me donner tout simplement moins 1 sur sigma à la puissance 4. Somme pour i allant de 1 à m. De quoi? De l'expérience mathématique de xi moins l'expérience mathématique de la constante, c'est la constante elle-même. Donc je garde cette constante comme elle est. Et on sait très bien que l'expérience mathématique de x, c'est tout simplement mu1. Si vous développez ça, ça va vous donner tout simplement, ça va être égal à moins 1 sur sigma à la puissance 4. Somme pour i allant de 1 à m. Donc de l'expérience mathématique ici de x, xi, c'est tout simplement mu1. Donc ça va faire mu1 moins mu1, ça fait 0. Donc tout ça là, ça nous donne 0 finalement. Donc l'expérience mathématique de ces blocs-là, ça fait 0. Et également, ça fait 0 parce que l'expérience mathématique de 0, c'est 0. Donc on va finalement trouver ici 0, ici 0. Et la valeur, l'expression ici, c'est moins m sur sigma carré, je crois. Et ici, c'est n sur sigma carré, ainsi de suite. Après tout, on peut déterminer celle-là aussi. L'expression ici, ça va être 0 également. Si vous allez déterminer l'expression. Je n'ai pas déterminé ça, mais vous allez déterminer, ça va donner 0 également. Après tout, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'information de Fisher, comme je vous l'ai dit, c'est l'expérience mathématique des éléments. Vous allez remplacer les différents éléments. Donc, moins m sur sigma carré, moins n sur sigma carré, moins m plus n sur 2 sigma carré. Vous allez trouver ici, ce sont des 0. Vous allez faire correspondre ici aux différents. Ici, c'est 0. Également, ici, c'est 0. Et également, et si vous faites rentrer le signe moins, parce qu'il faut savoir que l'information de Fisher, c'est moins l'expérience mathématique de la hessienne. Et si vous faites entrer le signe moins, ça va faire m sur sigma carré, n sur sigma carré. Et voilà, donc l'information de Fisher, c'est ça. On n'a que des éléments au niveau de la diagonale. Moins m sur sigma carré, n sur sigma carré, m plus n sur 2 sigma à la puissance 4. Si nous considérons que m est égal à n, si je remplace m par n, ça va me donner n sur sigma au carré, n sur sigma au carré, et ici m plus n, comme n égale à m, donc on va avoir 2n sur 2 sigma à la puissance 4. Les deux vont se simplifier, ça va nous donner n sur sigma à la puissance 4. On va trouver l'information de Fisher égale à n sur sigma carré. Ici, c'est n sur sigma carré, n sur sigma à la puissance 4. Au niveau de la question numéro 4, on considère que le modèle est régulier. Ainsi, l'estimateur du maximum de vraisemblance d'état chapeau est asymptotiquement normal de matrice variance-covariance égale à l'inverse de la matrice d'information de Fisher. C'est-à-dire que
asymptotiquement, θ chapeau va sur une loi normale de paramètres θ et de matrice variance covariance, l'inverse qui est l'inverse de l'information de Fisher. θ chapeau en fait ici, c'est un vecteur comportant le mu chapeau 1, mu 2 chapeau et sigma carré chapeau. La matrice variance covariance, autrement dit, il s'agit ici de la variance de θ chapeau. C'est l'inverse de l'information de Fisher. L'inverse de l'information de Fisher. Comme c'est une matrice qui est diagonale, alors donc si on inverse cette matrice, il suffit juste simplement d'inverser les éléments qui sont à l'intérieur de cette matrice. Et ça va nous donner, si on inverse, ça va nous donner sigma carré sur n. Et ici, ça va donner sigma carré sur n également. Ici, on inverse, ça fait sigma à la puissance 4 sur n. Et vous avez des zéros en dehors de la diagonale. Cinquième et dernière question. On veut faire le test de H0. Selon laquelle en fait mu1 égale à 0 contre l'hypothèse alternative mu1 différent de 0. Asymptotiquement, mu chapeau qui est égal à mu chapeau 1 qui est égal à x bar d'ailleurs, ça suit asymptotiquement une loi normale de paramètre mu1 et de variance sigma carré sur n. Et c'est très facile à démontrer. Si vous calculez l'espérance mathématique de x bar, c'est tout simplement l'espérance mathématique de somme xi sur n. C'est égal à tout simplement espérance mathématique de somme xi, le tout divisé par n. C'est aussi l'espérance mathématique de x1 plus x2 plus x3, ainsi de suite, plus xn, le tout divisé par n. Et ça, si vous faites entrer l'espérance mathématique, ça veut l'espérance mathématique de x1 plus l'espérance mathématique de x2, ainsi de suite, jusqu'à la fin, espérance mathématique de xn. Étant donné que x1, x2, jusqu'à xn suit la même distribution normale, donc ils ont la même espérance mathématique que x. Par conséquent, on va avoir n fois l'espérance mathématique de x divisé par n. En simplifiant les n, on trouve que l'espérance mathématique de x bar, c'est tout simplement mu1. Et c'est ça, son espérance mathématique ici. Et sa variance est facile aussi à déterminer. La variance de x bar, c'est tout simplement la variance de somme xi sur n, qui est tout simplement la somme des variances. Comme il y a une indépendance entre les variables aléatoires xi, donc il suffit de prendre la somme des variances. Et il ne faut pas oublier, vous allez diviser par la constante sera élevée au carré. Étant donné que x et x2 ont la même distribution que x, donc leurs variances sont égales. Donc il s'agit de faire n fois variance de x sur n carré. Je peux simplifier par n. Ça va faire tout simplement variance de x sur n. Or, variance de x, c'est sigma carré sur n. Donc la distribution de x bar, asymptotiquement, en tout cas, ça suit la normale de paramètre qui est ici et x bar, ici, variance de x bar qui est sigma carré sur n. Asymptotiquement, elle suit cette distribution. Donc, nous pouvons calculer une statistique de test qui va nous permettre de pouvoir accepter ou rejeter l'hypothèse H0. Cette valeur critique que nous allons nommer ZC est égale à tout simplement θ chapeau moins mu1 sur la variance de θ chapeau 1. Ici, θ chapeau c'est x bar, donc moins mu1, tout l'hypothèse 0, nous allons voir qu'est-ce que ça va donner dans tous les cas. X bar moins mu1 sur racine carrée de sigma carré sur n, qui est égal à tout simplement, il suffit d'inverser, il suffit de faire le rapport, vous allez trouver racine carrée de x bar moins mu1 sur sigma. Ça suit la loi normale. Hein. Si vous centrez cet estimateur par rapport à sa moyenne et réduire par rapport à son écart tube, qui est ici la racine carrée de la variance, vous allez trouver une distribution normale 0,1. Sous l'hypothèse H0, nous pouvons calculer la statistique de test. Il suffit de remplacer mu1 par A0, parce que l'hypothèse 0 dit que mu1 égale à 0. Donc, vous remplacez, vous allez calculer cette statistique ZC. Et quelle est la règle de décision? On ne rejette pas l'hypothèse A0 lorsque la valeur de la statistique calculée est inférieure en valeur absolue à la valeur critique Z alpha sur D. Z alpha sur D, vous pouvez facilement la déterminer à travers la table de la loi normale, table de la loi normale centrée déduite. Si vous trouvez cette valeur, par exemple, au seuil d'alpha 5%,
facilement, vous allez voir en regardant la table Z alpha sur 2, vous allez trouver une valeur 1,96 par exemple, au seuil de 5%.